Yasmine, merci d'avoir accepté cette première invitation pour le podcast. Je suis très très heureuse de t'accueillir sur le podcast Lingualogue. On commence avec toi cette première saison. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Je pense que beaucoup de personnes te connaissent déjà, mais on va faire un petit rappel. Alors, je m'appelle Yasmine. Ça va faire 8 ans. Non, ça fait déjà 8 ans que j'habite en France. J'ai la double nationalité franco-allemande depuis l'année dernière. Ouais. J'adore la France, j'adore ma vie ici. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Une vie allemande depuis de nombreuses années. Et c'est cette chaîne, je parle de la langue et culture allemande et française. Je fais des vidéos en allemand, je fais des vidéos en français de temps en temps. L'idée, c'est de transmettre un peu tout ce que j'ai appris pendant ma vie en France, pendant toutes Ouais. ces années. Voilà. Et le reste du temps, je suis aussi enseignante d'allemand et rédactrice web. Mm, mm. Voilà. Et on a cette passion commune du franco-allemand. Et du coup, nos projets se rejoignent. Et c'est pour ça que je suis très, très heureuse de pouvoir faire cette vidéo et ce premier épisode de podcast avec toi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu déjà où est-ce que tu as vécu en France et avec quel Français tu as été en contact, donc d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel ou même d'une façon générale, quel type de Français tu as rencontré en fait? Alors, je suis arrivée en France pour la première fois en 2014 dans le cadre d'un Erasmus. À cette époque-là, je vivais chez un couple français. C'était un peu ma famille d'accueil, même si c'était juste un couple, ils n'avaient pas d'enfants. Mais voilà, ce couple plus leur petit chien, c'était un peu les premiers Français que j'ai vraiment rencontrés de manière un peu plus profonde. Ensuite, plus tard, j'ai fait un stage à Strasbourg chez Arte. Du coup, j'étais vraiment dans le milieu franco-allemand et j'étais Hmm. avec beaucoup de personnes qui maîtrisaient les deux langues et les deux cultures, évidemment. Et après, j'ai fait mon deuxième année de master à Lyon. Et à Lyon, j'étais vraiment une étudiante comme tous les autres. J'avais des personnes qui étaient dans mon master avec moi. Je faisais du sport avec des Français. Je sais pas, m'inscrire à pas mal de choses. J'ai dû faire des contrats pour l'électricité, ouvrir un compte en banque et tout ça. Mhm. Plus tard, j'étais stagiaire à Paris. J'ai commencé à travailler à Paris aussi. Du coup, j'avais évidemment aussi des contacts professionnels. Et j'ai travaillé avec pas mal de Français. Et aujourd'hui, au quotidien, j'enseigne l'allemand aux Français. J'ai surtout des étudiants, des élèves euh, français. Sinon, dans mon travail de rédactrice web, j'ai aussi pas mal de clients français qui ont besoin de quelqu'un de germanophone. Voilà. Mhm. Alors, j'ai beaucoup de contacts avec les Français, on va dire, et mon conjoint aussi. Et oui. Ah oui, donc Voilà. en fait, au début, tu as été vraiment principalement en contact avec des étudiants, puis petit à petit, des personnes un petit peu de différents milieux. Tu avais eu aussi quelques expériences dans l'enseignement, je crois, à Lyon, il me semble. À Lyon, ouais, à Lyon, j'ai travaillé un peu au lycée. Ouais. C'était Mhm. une classe européenne. Alors, ils avaient des cours d'allemand un peu en Ouais. français. Ouais, j'ai oublié ça, ouais. En Ouais. effet, ouais. Donc, en fait, oui, beaucoup de diversité finalement dans tes contacts. Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont choqué sur le caractère des francophones par rapport au caractère des germanophones? Par exemple, avec la famille d'accueil, des choses qui t'ont vraiment marqué par rapport même souvent à ce qu'on entend un petit peu, euh, enfin, de façon un peu stéréotypée. Est-ce que tu as remarqué des choses comme qui ressortaient en fait sur le caractère en général? Oui, je dirais que les Français, évidemment, suivent beaucoup moins les règles. Ce qui est intéressant, c'est que il y a des règles pour tout en France. On voit des règles partout dans l'espace public, sauf que c'est jamais vraiment appliqué, Ouais. on va dire. Et moi, au début, c'était un peu difficile parce que comme je voyais plein de règles, je me suis dit, ouh là là, la France, finalement, c'est hyper strict. Mais après, j'ai compris que, voilà, Ouais. il y a des règles, mais après, elles sont pas En forcément fait, appliquées. trop de règles tuent les règles.
Ouais, c'est ça. Et en Allemagne, il n'y en a pas tant que ça de règles, en vrai, mais on les suit. Et c'est pour ça aussi qu'on n'a pas besoin de tant que ça de règles, je veux dire. Oui. Et il y a des choses que je trouve plus strictes en France qu'en Allemagne, par exemple. Mm, mm. Ça me Euh, fait un peu penser aux règles grammaire avec les exceptions. Il y a presque autant d'exceptions que de règles. En fait, c'est un petit peu oui, la même chose. Alors qu'en allemand, bon, on a des règles, je pense, enfin, on a beaucoup de règles de grammaire. Mais en fait, une fois qu'on a compris le principe, il n'y a pas de surprise. Alors qu'en France, c'est toujours un peu plus complexe. Donc, je sais pas si on peut transposer la langue sur la culture, mais en tout cas, voilà, c'est assez rigolo. Mm. oui, Ouais. c'est Et ça. ça, c'était surtout dans la famille ou au contact des étudiants ou un peu partout en général. Je me rappelle par exemple que pendant mon Erasmus, en fait, en Allemagne, quand on a une deadline, quand quelqu'un nous dit alors il faut rendre le travail le 15 novembre, bah, si tu le fais pas, bah, t'as raté le truc. Voilà, c'est comme ça. Et en France, bah, ça passe quand même. Ah ouais. On va dire. Voilà, si tu le sais, c'est pas grave, on s'excuse et voilà. Ouais. Et ça m'a un peu étonnée. Ouais. Par exemple, ouais. Après, il y a plein d'autres choses oui, c'est aussi des choses comme ils respectent beaucoup moins le code de la route, Ouais. évidemment, des choses comme ça. Ouais. De Mhm. manière générale, ils sont un peu plus, je dirais que les Français sont plus individualistes. Ils font un peu ouais, Mhm. leur chose et parfois font pas trop attention aux autres, ou les Allemands sont un peu plus dans le collectivisme, je dirais. Mhm. Euh, voilà, c'est ce que j'ai remarqué. Et après, quand même des choses où les Français sont un peu obsessionnels, par exemple la nourriture, les horaires, quand Ah est-ce oui. qu'on peut manger, quand est-ce qu'on peut pas manger, qu'est-ce qu'on peut manger à quelle heure, où les Allemands sont complètement En fait, il y a une certaine rigidité par voilà. rapport à ça, hein. Il y a une certaine Et rigidité ouais, qu'on soupçonne pas forcément chez les francophones. Et finalement, moi, du coup, j'ai constaté l'inverse, en fait, auprès des germanophones. Où là, hmm, je me disais, ah ouais, mais en fait, les restos, on peut y aller à n'importe quelle heure dans la journée. Alors qu'en France, à 14h20, non, c'est trop tard, quoi. On a passé l'heure du déjeuner et tant pis, en fait, il faut attendre le soir. C'est vrai que c'est assez curieux parce qu'on a l'idée, justement, en France, bah, le cliché qui a confirmé ou pas, mais en tout cas, c'est que les Allemands sont plus carrés, rigides, etc. Effectivement, peut-être que quand il y a les règles, ils les respectent vraiment, mais déjà, il y en a moins, comme tu le dis. En même temps, en fait, il y a une certaine souplesse que nous, francophones, on n'a pas. Et ça, je l'ai constaté vraiment aussi de mon côté, en fait. hmm, C'est assez intéressant. Euh, oui, Quand on oui, découvre vraiment la culture, on se rend compte que c'est plus subtil que la première idée du cliché qu'on peut avoir ou du stéréotype qu'on a de l'allemand ou du français. oui, c'est toujours très subtil et on va dire les cultures en général, bah, tout le monde est un peu paradoxal aussi, c'est normal. Mm, mm. Et dans ton entourage proche, donc maintenant, vous êtes un couple franco-allemand, est-ce que du coup, il y a des choses aussi qui te marquent par rapport à ça aussi? Ça va. Je dis souvent à mon conjoint qu'il est un Français très allemand, dans le sens où il accepte plutôt les règles, parfois au point où moi je suis là, mais oh là là, Ah ça oui. va, hein. Voilà. Lui, c'est vraiment un Français, on va dire, très bien éduqué, qui a toujours fait ce qu'il fallait dans la vie, et tout, qui a Mm. suivi un peu le schéma qu'il faut suivre. Voilà. Et voilà. On n'a pas tant que ça de problèmes culturels, on va dire. Non, ça va. Mm. Peut-être, ouais, la nourriture, au début, parfois, elle était un peu choquée par certaines choses. Par exemple, quand on sortait tard le soir et Ouais. je sais pas, on rentrait à 3 heures du matin, Mhm. j'avais faim. Et manger un bout de fromage et un peu de pain comme ça dans la cuisine à 3 heures du matin, et il trouvait ça complètement Choquant. bizarre. Et voilà, et moi, j'ai pas Ouais. compris ce que c'est comme, C'est vrai voilà. que cette histoire de nourriture, moi, du coup, j'ai vécu ça avec ma fille qui est partie un mois en Allemagne. Et qui Mhm. me disait mais maman, en fait, ils mangent n'importe quand. Je sais jamais quand je vais manger, je sais pas comment faire. Moi, j'ai faim, il est midi, j'ai faim. À 4 heures, j'ai faim. À 18 heures, à 19 heures, j'ai faim. Vraiment, elle Ouais. m'en parle régulièrement. Et donc, au début, ça a été très dur. Et puis, finalement, après, elle s'est sentie très à l'aise parce qu'elle a senti une certaine flexibilité qu'elle s'autorisait pas à avoir en France. Et c'est sûr que même à l'école, en fait, en France, les enfants n'ont
pas de Pausenbrot. En fait, il n'y a pas de goûter le matin. Ils doivent prendre le petit déjeuner à 6 heures du matin et s'ils n'ont pas faim, bah tant pis. Après, ils mangent à midi, en fait. Et il n'y a pas de possibilité entre deux de faire une pause pour manger. Ils n'ont pas le droit d'avoir de goûter. En général, à l'école, ils n'ont pas le droit d'amener de la nourriture. L'après-midi, pareil. En fait, il faut attendre le goûter. Donc, c'est pour ça aussi qu'en France, ce moment du goûter, il est sacré. Il a une valeur très particulière et même les grands apprécient le goûter. Je confirme. Ouais. Oui. Et le soir, c'est vrai qu'on mange aussi un peu plus tard. Et puis ma fille, par exemple, elle était très surprise de manger très tôt aussi. Enfin, voilà. Et toujours avec beaucoup plus de flexibilité. Et en fait, derrière l'apparente rigidité qu'on a en Allemagne, moi, je me suis toujours sentie plus libre en Allemagne qu'en France. Même ne serait-ce que, je sais pas ce que tu en penses, Yasmine, au niveau des tenues vestimentaires, du regard des autres. Ça, je pense que ça dépend vraiment d'où tu viens en Allemagne. Et moi, je viens d'un tout petit village où tout le monde se connaît et évidemment, tu es jugé par tout le monde. Ah Je oui. pense que à Berlin, c'est notre histoire. Mais et aussi, je suis arrivée en France à un âge où je commençais à ne plus trop réfléchir à ce que les autres pensent de moi. C'est clair qu'en France, c'est quand même bien vu de faire des efforts, de ne pas s'habiller n'importe comment. Et les Allemands sont un peu plus relax. Mais je trouve que, par exemple, dans la vie professionnelle, c'est l'inverse. Je trouve que les Allemands sont beaucoup plus stricts sur, par exemple, ne pas porter des jupes courtes au travail, des choses comme ça. Ou les Français, franchement, c'est pas un grand sujet, on Alors, va dire, à l'école, etc., ça l'est à quand l'école. même. Moi, personnellement, quand j'étais à Münster, donc quand j'ai fait mes études, moi, j'ai toujours eu ce sentiment que je pouvais sortir sans faire attention. Alors qu'en France, je suis toujours attentive à la façon dont je m'habille, quand je sors, je vais pas sortir n'importe comment, en fait. Alors que en Allemagne, j'avais vraiment ce sentiment que j'étais plus libre, en fait. Je me sentais beaucoup plus libre. Et ça se reflète aussi beaucoup à l'école, donc pas par rapport à la tenue vestimentaire, mais par rapport aux entrées et sorties des élèves. En France, enfin, il y a des barreaux, quoi. On peut pas sortir Mhm. comme ça. Tout le système scolaire, je trouve, reflète un petit peu tout ce qu'on a dit là jusqu'à présent. C'est une prison, le collège en France. Ouais, Vraiment, moi, j'étais en échange scolaire à 15 ans. J'ai ouais. passé une semaine en France et du coup, je suis allée au collège et je me suis sentie comme en prison. Vraiment, il y avait des grilles devant les fenêtres. Oui. Et Ouais. ça m'a... Ouais. Pourquoi? Inversement, quand j'ai emmené les élèves en Allemagne, ils étaient émerveillés. Ils me disaient, mais en fait, on peut sortir, on peut rentrer. Et ils ont perçu, le peu de temps qu'ils ont été dans l'établissement, ils ont perçu cette différence fondamentale. C'est très intéressant, je trouve, de percevoir que le cliché apparent, finalement, il est beaucoup plus subtil que ça. Oui. Après, je sais que statistiquement, au collège et lycée en France, il y a eu beaucoup moins de tueries de masse, par exemple, Ouais. parce que c'est plus dur d'entrer comme ça à Mm, l'école. mm, mm, Après, est-ce que ça justifie d'enfermer les élèves dans une prison en permanence? Je ne sais pas. mm. Mais voilà, je pense qu'il y a tout s'explique, on va dire. Ouais. Bon, ça s'explique que ça se fait comme ça, mais c'est vrai que c'est ce qui me choque en France, c'est aussi même les écoles maternelles. En tant que parent ou en tant que babysitter, tu n'as même pas le droit d'entrer, en fait. Tu restes devant la porte, ils viennent chercher ton enfant, tu sais jamais ce qui se passe à l'intérieur. C'est très bizarre, en fait. On a Mm. presque l'impression, pour moi, ça fait un peu comme s'il y avait quelque chose qu'ils voulaient cacher, en fait. Mm. C'est, ouais. Oui, j'ai toujours été assez choquée de ça, surtout quand ils sont tout petits. Alors, généralement, petite section, on laisse les parents rentrer un petit peu, mais 5 minutes, hein, c'est tout. Et après, par contre, au bout de 6 mois, 4, 5 mois, c'est terminé. Et en fait, c'est clair qu'il y a cette séparation vraiment où il n'y a pas de continuité entre le monde des parents et le monde de l'école. C'est vraiment une séparation très nette. Et ce qui est tout petit, puisque maintenant l'école est obligatoire à 3 ans en France. C'est vrai qu'en France, l'éducation est faite par l'État, en grande partie. Et en Allemagne, l'éducation est surtout faite par la famille. Mm, Où, c'est un peu très jeune en France, tu donnes un peu de ton enfant dans les mains de l'État. Ouais. mm. Pareil, il y a des avantages et des désavantages. Je pense, ouais.
Ouais, je pense que ça, c'est aussi. Et puis le fait que du coup, hein, ça commence très tôt. En Allemagne, on a le kindergarten. Et c'est pas la même approche, c'est pas la même perspective, c'est pas les mêmes enjeux, c'est vraiment différent. Donc je pense que ça aussi, c'est fondamental. Et alors, quand tu es arrivé en France, donc dans la famille en Bretagne, qu'est-ce qui, pour toi, t'a demandé le plus d'adaptation? Qu'est-ce qui était le plus difficile? Ou pas? Peut-être qu'il y a eu aucune difficulté. Ah, c'est quand même linguistiquement, je Ah, parlais pas très bien français quand je suis arrivée. Hein, ah, j'avais un peu appris le français au collège, mais pas au lycée. Et ensuite, pendant 5 ans, j'ai pas appris le français du tout, du tout. C'est hmm, juste avant mon Erasmus, pendant 6 mois, je me suis préparée un peu toute seule à la maison. Voilà, j'ai révisé un peu la grammaire, le vocabulaire. Mais mon niveau, c'était un niveau A2, hein, ah je oui. dirais. Vraiment basique, Mhm. basique. Et Et co- ben, j'arrive et c'est tout est un peu compliqué. oui. Donc, Voilà, j'étais un il y peu a quand même un perdue. décalage entre ce que tu apprends dans le livre et la vraie vie. C'est ça, hein, oui. Et en plus, à l'époque, bon, il y avait déjà des smartphones, il y avait WhatsApp, mais on n'avait pas Internet illimité, des dictionnaires et ChatGPT et tout ça, hein. Il fallait vraiment, on avait encore des dictionnaires de poche avec nous parfois. Et en plus, en 2014, et à Brest, où j'étais, il y avait quasiment personne qui parlait anglais. Alors, il fallait vraiment, vraiment, vraiment parler français tout le temps. Je pense que c'est un peu amélioré maintenant, mais Oui, euh, voilà, c'était dur. Et tout quand le même. quotidien, par exemple, j'ai dû aller à la poste, il fallait remplir plein de documents pour Erasmus. Ben, c'était dur, en fait, d'envoyer une lettre recommandée, de faire tout ça en français. C'était dur. La CAF, les comptes bancaires, tout ça, Et du coup, ouais, tu as appris c'était un sur peu. le tas. En fait, tu as appris vraiment sur Oui. le tas, petit à petit. Avant d'arriver en France, du coup, tu avais pris des cours ou c'était vraiment toute seule que tu t'étais un petit peu préparée avec de la grammaire, du vocabulaire? Je me suis préparée toute seule. Tous les soirs, je faisais des listes de vocabulaire, mais après, bon, ça fonctionne pas très bien. Et avant d'aller à Brest, j'ai passé 2 semaines à Paris pour faire pour suivre un cours de français Ah. à la Maison Heinrich Heine, c'est Mhm. centre culturel, on va dire, franco-allemand. Et ça m'a aidé un Mhm. peu. Mais 2 semaines, c'est pas, c'est pas beaucoup non plus. Et en plus, je traînais beaucoup avec des Allemands qui étaient Mhm. avec moi dans le cours. Mais ça m'a permis de, au moins, arriver en France, faire mes premières, voilà, petits pas en français et tout ça. Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui veut s'expatrier en France ou en Allemagne? Parce que bon, la thématique linguistique et de la difficulté quand on arrive, elle est quand même similaire. Qu'est-ce que tu conseillerais du coup à une personne qui vient s'installer en France pour se préparer d'un point de vue linguistique et à une personne qui part en Allemagne pour aussi se préparer un petit peu à l'expatriation? Puisqu'en fait, on a quand même dit à demi-mot, on a dit clairement que en fait, uniquement apprendre du vocabulaire et de la grammaire, c'était pas vraiment ce qui allait nous aider le plus quand Mm, allait arriver. Donc, qu'est-ce que tu dirais avec le recul? Qu'est-ce qui mm, pour mm. toi semble le plus important? Bah, évidemment, essayer de se préparer un maximum, surtout du vocabulaire du quotidien. Après, ça va bien se passer. Il faut y aller. Il faut pas hésiter à juste y aller. Et même si on n'a pas tout le vocabulaire et même si on s'exprime mal, il faut y aller. Moi, j'ai dû appeler EDF, c'est l'électricité en France. J'ai dû appeler EDF avec mon niveau de français B1 et souscrire un contrat. C'était dur, hein. C'était dur. J'ai dû demander à ce qu'ils répètent des choses et tout. Mais ça marchait en fait. Même Et déjà peut-être pour les Français, c'est dur parfois. voilà. Moi, j'ai tout. Maintenant, je suis arrivée à un point où j'ai quasiment tout fait en Ouais. français. Ouais. Et voilà, faut juste y aller et ne pas avoir peur. Et je pense que ça m'a aidé j'étais jeune et peut-être encore un peu naïve et ça m'a certainement aidé, hein. Je pense qu'avec l'âge, c'est aussi un peu plus dur. Si là, demain, je vais en Espagne, ça va être une autre expérience. Mais tu sais que tu te préparerais différemment, je pense, avec ton expérience. Voilà. C'est-à-dire que tu te préparais vraiment sur les choses du quotidien. Tu aurais peut-être moins d'appréhension de parler parce que de toute façon, au début, ben, on ne parle pas bien. Et c'est pas grave, en fait. Le principal, c'est vraiment de réussir
à parler et à oser. Et du coup, pour les personnes aussi qui partent en Allemagne, pareil, en fait, est-ce que tu aurais des choses à leur conseiller? Oui, alors souvent il y a un peu ce cliché de ah les Allemands de toute façon ils parlent tous anglais. Oui et non hein, parce que ça dépend beaucoup aussi des villes. Ouais, à Berlin il y a beaucoup de personnes qui parlent bien anglais, mais pas dans toutes les petites villes en Allemagne et pas forcément à la boulangerie, vous voyez. Et oui, parfois ils parlent anglais, mais pas non plus un anglais exceptionnel ou un niveau professionnel, on va dire. Et l'administratif en Allemagne, tout est en allemand d'habitude. Et il y a ce fameux Beamtendeutsch, ça veut dire l'allemand des fonctionnaires, qui est complètement incompréhensible même pour un allemand. Et ça doit être très dur à décrypter. Je pense que l'administration allemande, c'est très pénible pour tous les expatriés. Ouais. Je Et je dirais vois- qu'en France, bon, c'est un peu bordélique parfois, mais c'est pas en soi compliqué. Je ouais. trouve que les Français ont ce talent de, bah, ils font un formulaire et ils te parlent un peu comme si tu étais un enfant en fait. Ils te Mm, prennent mm. un peu pour un, voilà. Mais ça aide, je veux Ouais. dire. Les choses sont assez Alors, claires. je pense qu'avec Coraline, vous avez créé justement un petit programme pour aider les francophones qui partent en Allemagne, justement. Oui, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus et nous donner des informations parce que je pense que ça peut intéresser les personnes qui nous écoutent. oui. C'est un projet qui s'appelle Intégration Allemagne et on fait ça depuis quelques années déjà. En gros, on a créé des modules en ligne qu'on peut acheter individuellement ou on peut acheter le pack total, c'est pas très cher de toute façon. Et on traite de différents sujets et on voulait être un peu original, on voulait vraiment créer quelque chose que les gens ne trouvent pas facilement ailleurs. Par exemple, on a fait un module sur comment trouver un logement en Allemagne et quelles astuces, quelles sont les erreurs très fréquentes des Français, comment améliorer sa prononciation aussi et perdre son accent, entre guillemets. C'est pas, comment dire, l'idée n'est pas de complètement perdre son accent. C'est pas grave d'avoir un accent, mais vraiment améliorer sa prononciation. Le programme est en français, vous expliquez en allemand ou comment ça se présente? C'est plutôt pour les personnes qui ont déjà un niveau B1 en allemand. Mhm. C'est pas pour les débutants. D'accord? L'idée, c'est Ouais, vraiment se perfectionner. ouais. Alors, le site web est en français. Après, le contenu est surtout en allemand. Après, parfois, il y a quelques explications en français ou des choses dans les deux langues. Mais il faut avoir un niveau B1, je dirais, Mhm. pour suivre cette formation, entre guillemets. Et donc vous avez fait des vidéos et après il y a des petits supports pédagogiques pour les accompagner, c'est ça? Ça dépend des modules, mais on a fait des interviews, des vidéos avec des experts. Par exemple, Mhm. on a travaillé avec une femme qui est experte notamment en prononciation, Oui. euh, et aussi avec un professeur de langue. Alors, il y a quelques contenus vidéo, sinon il y a des exercices et tout ça. Et voilà, les modules sont censés être plutôt courts, hein. Ça prend une heure, Ouais. 2 heures. Ça permet On a essayé de créer quelque chose qui est riche en contenu, mais Rapidement actionnable et du coup les personnes peuvent travailler quand elles veulent. En fait, c'est ça aussi, elles peuvent aller à oui, leur rythme et elles ont accès, une fois qu'elles ont acheté le contenu, elles y ont accès à vie. c'est téléchargeable. On Oui, télécharge et très voilà. bien. Pour trouver ce projet, votre formation, il y a un site particulier. C'est simple, c'est intégrationallemagne.com. Tout D'accord, est super écrit en un facile. seul mot. Intégrationallemagne.com. Intégrationallemagne.com. Je le mettrai en légende et vous aurez donc toutes les informations. Donc ça, c'est pour les francophones qui partent en Allemagne. Et pour les germanophones qui envisagent de venir s'installer en France, j'ai créé moi un projet qui s'appelle le français en toute confiance, qui vous permet de justement vous sentir beaucoup plus à l'aise à l'oral avec toute une série de vidéos de la vie quotidienne. Donc justement, je parle de la poste, d'aller chez le coiffeur, aller chez le médecin, toutes les choses dont on a besoin au quotidien pour vraiment vous préparer au mieux à l'expatriation. Donc pareil, je vous laisserai le lien dans la légende, mais c'est assez simple. Vous aurez toutes les informations sur le site lingualog.com. Voilà. Et pour terminer cette interview, est-ce que tu aurais un conseil à donner à un germanophone qui vient s'installer en France et inversement, puisque tu connais très bien les deux cultures, à un francophone qui part s'installer en Allemagne. Le plus important, c'est de trouver des amis
qui viennent de ce pays. Alors, si vous partez vivre en France, le plus important pour vous intégrer, pour apprendre la langue, c'est de trouver des Français ou des francophones, on va dire, sur place. Et vice-versa avec l'Allemagne. Et ça peut être très dur parce qu'évidemment, personne attend que vous arrivez en fait. C'est les gens, ils ont déjà leurs amis, tout ça. Alors mon conseil, c'est de trouver des Français ou des Allemands qui ont déjà vécu à l'étranger et Hmm. peut-être vous trouvez des Français qui ont déjà vécu en Allemagne et des Français, des Allemands qui ont déjà vécu en France. C'est comme Oui. ça que j'ai trouvé mes amis. Et comment on trouve ces personnes-là? Par exemple, dans les groupes Facebook, sur des sites web de recherche de tandem, ou vous allez dans la fac d'allemand en France, par exemple. Essayez de trouver ces personnes-là parce que ces personnes-là s'intéressent à l'Allemagne, s'intéressent à l'allemand, ils connaissent un peu la culture, ils connaissent un peu la langue. Et ça, c'est une très bonne base. Et oui, c'est ça. En fait, il faut Ouais. aller vers les personnes qui ont déjà un intérêt pour le franco-allemand et ça va faciliter les liens, surtout s'ils ont eu une expérience à l'étranger et ça va vraiment faciliter les choses. Ouais, je trouve que c'est une excellente idée. Quand je suis arrivée en Allemagne aussi, alors moi, j'ai remarqué que les Français adorent se retrouver entre Français, mais je faisais mes études et je me suis dit, ah non, moi, je veux que être avec des germanophones pour progresser en allemand. Et justement, ce qui m'avait énormément aidé, c'était que j'étais intégrée à la fac. Et ils avaient fait un système de Betreuer. C'est les amis que j'ai toujours d'ailleurs. Et c'est vrai qu'en fait, trouver des personnes qui ont cet intérêt pour l'étranger et qui sont en lien avec le franco-allemand, ça permet vraiment d'avoir un pied à l'étrier. Et après, ils connaissent d'autres personnes qui connaissent d'autres personnes. Et c'est là qu'on arrive à se faire son réseau. Absolument. Merci infiniment, Yasmine. Je pense que tu D'accord. as donné beaucoup de clés à nos amis francophones et germanophones. Et si vous voulez retrouver Yasmine, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube Une Vie Allemande. Elle a aussi un compte Instagram Une Vie Allemande. Vous y trouverez plein de contenus très intéressants justement sur les relations franco-allemandes. Merci Yasmine. Merci à toi, Claire. Au revoir. Au revoir.